Bienvenue à cette visio du Centre national d'agroécologie en direct sur YouTube. Très content ce soir d'accueillir trois invités de marque, Stéphane, Xavier et Albin, qui ont fait un projet sur un sujet qu'on traite assez peu en France, à savoir la conservation des sols en Camargue. Mais sans plus attendre, je vous laisse peut-être vous présenter peut-être un petit tour de table chacun avant de démarrer votre présentation. Du coup, quand je bossais en Camargue, c'était à l'issue de mon école d'ingénieur agronome à l'ISARA. Et du coup, j'ai fait mon alternance avec le CIRAD et le Centre français du riz. Donc, c'est pour ça que j'ai rencontré les deux personnes en visio ce jour. Et maintenant, je travaille à l'association pour une agriculture du vivant, donc association qui vise à trouver une meilleure rémunération pour les agriculteurs qui font des efforts en agroécologie. Voilà, rapidement, ce que je fais depuis la fin de mon alternance en Camargue. D'accord, donc je suis Stéphane Boulakia, je suis agronome au CIRAD. Donc en général, je travaille sous les tropiques, hein, et on a monté le projet là, dont on va parler en 2020 pour, étant de retour des tropiques, passer moins de temps dans les bureaux et continuer à garder la main et voyant un intérêt à transférer ce qu'on avait fait sous les tropiques dans le contexte camarguais. Et moi, Xavier Jourdan, je suis l'agriculteur qui a accueilli le projet, voilà, qui était convaincu que ça pouvait améliorer les choses, les sols. On va vous présenter rapidement, en trois quarts d'heure, une heure, les principaux résultats de ce projet de recherche-développement qui a été financé par la région Sud, hein, sur des financements européens entre 2020 et 2022. Les principaux partenaires du projet étaient donc le CIRAD, le Centre français du riz, et l'ISARA, hein, et le projet On voit s'appelait... pas ton écran, Stéphane, excuse-moi de te couper. Ah, je croyais Ouais, avoir... sur le- D'accord, on va le repartager alors. Donc voilà, donc, tout ce que je dis reste valable, hein. Donc un projet qui a duré assez court finalement entre 2020 et 2022, hein, qui a permis de faire deux campagnes et demi. Et donc bon, il faut garder ça en tête, hein. On va parler de choses qui ne sont pas encore complètement, qui pourraient être largement améliorées, quoi. Voilà, donc on aura on va se partager le temps de parole, hein. Je vais présenter les deux premières parties, là, contexte et puis conception, développement des systèmes. Albin présentera ce qui était le cœur de son mémoire de fin d'études, une comparaison multicritère des performances des systèmes conventionnels et des systèmes en AC. Et puis rapidement des conclusions perspectives. Et puis on répondra tous ensemble et surtout Xavier à toutes les questions qui pourraient être levées, hein, Ouais. fin de, en, après la présentation. Donc le contexte camarguais rapidement, hein, qui est bon, bah, la Camargue, comme chacun sait, c'est la région deltaïque, c'est la zone région deltaïque du Rhône, hein. Vous avez dans la vignette là le bassin versant du Rhône, et donc cette région, hein, qui en fait se découpe en trois sous-régions qui totalisent 160 000 hectares. C'est pas 160 000 hectares de culture, hein, puisque dans cette région, eh ben, il y a des zones, il y a beaucoup de zones, il y a plus de nature. En tout cas, dans la région centrale, il y a plus de nature que d'agriculture, avec des zones humides et des zones toujours en eau. Cette carte est importante parce qu'elle présente en fait en violet là les zones, ce qu'on appelle un peu les zones les plus élevées, hein, qui sont les plus affranchies du sel. Ce sont les bourrelets de berge et les anciens bourrelets de berge des cours anciens du Rhône. Et puis vous avez en jaune les zones de dépression temporaire qui sont elles plus sensibles, plus susceptibles d'être attaquées par des problèmes de sel, hein. Donc on va parler de gradient de haute et basse Camargue, hein, sachant qu'on a surtout travaillé dans la haute Camargue, mais donc c'est les zones violettes. Ce gradient, il est globalement nord-sud, mais il est aussi dessiné par cette ancienne morphologie, hein, des paysages. Donc le contexte climatique, bon, bah, c'est un climat méditerranéen, hein, il fait chaud. Les pluviométries sont assez limitées, mais bon, 570 mm quand même. Et bien sûr, c'est un climat très venteux, hein, avec les épisodes de Mistral, notamment.
On est en Méditerranée, c'est considéré comme un hotspot, hein, du changement climatique, hein. Des températures remontent plus vite, hein. Dans un scénario à 1,5 degré en 2040, la Méditerranée, c'est 2,2 degrés. Et les températures de l'eau remontent et on le voit, on commence déjà à en payer le prix avec ces épisodes cévenols méditerranéens qui sont en grande partie liés à la remontée des températures de l'eau. Donc l'île Camargue, hein, pour ne parler que de la partie centrale de Camargue, hein, celle qui est coincée entre les deux bras du Rhône, hein, Grand Rhône et Petit Rhône, elle est découpée en sept grands bassins d'assainissement, hein. Ce sont des mailles d'irrigation drainage avec des pompages dans le Rhône et dans le Petit Rhône, et puis des exors, des sorties d'eau dans le Rhône Petit Rhône ou des transferts vers le Vacarès, quoi. C'est grosso modo les ordres de grandeur, c'est 400 millions de mètres cubes pompés dans le Rhône, hein, et 200 millions de mètres cubes restitués. Et donc ce système hydraulique, hein, ce grand système hydraulique est en partie menacé, hein, par plusieurs phénomènes. Mais d'une part, une diminution tendancielle des débits du Rhône, hein, qui favorise une remontée des eaux marines dans les cours des rivières, hein, dans les cours du fleuve, hein, dans le Grand Rhône et le Petit Rhône, les flèches rouges que vous voyez, des remontées qui s'arrêtent à des niveaux, à des seuils, hein, qui empêchent théoriquement les eaux salées de remonter le cours du Rhône en profondeur, hein. Et ces remontées sont accentuées quand il y a des phénomènes de Mistral, hein, qui chassent l'eau douce de surface et par compensation hydrostatique, de l'eau salée remonte par les fonds des lits du fleuve. Et bien sûr, les prises d'eau sont dans le fond du fleuve, quoi. Donc, ils se retrouvent en été parfois à pomper des eaux de plus en plus salées, quoi. Voilà. Et puis, on a des remontées salines aussi par les nappes, hein, influence de nappes, qui viennent directement influencer la salinité des sols. La riziculture camarguaise, bon, ben là, vous avez sans s'épandre, mais deux chiffres qui nous semblent importants, hein. C'est l'évolution des surfaces, hein, depuis l'après-guerre, avec un pic qui correspondait sans doute à une quasi-saturation des rizières dans les années 60 à 30-35 000 hectares. Et puis ensuite une relance de la filière dans les années 80, après un effondrement dont je ne connais pas exactement les causes. Et puis voilà, une érosion lente et progressive des surfaces, hein, avec des oscillations interannuelles fortes. Et puis d'un autre côté, on voit aussi une évolution tendancielle des rendements. Alors bon, la chute là que l'on voit sur les dernières années est à prendre, voilà, bon, elle est bien sûr inquiétante. Je pense qu'on a des choses analogues dans les années 2000-2005, donc peut-être que si les rendements remontent un peu, mais enfin bon, il y a quand même une tendance à une stagnation des rendements, voire une baisse tendancielle qui pourrait s'enclencher, quoi. On reviendra sur les causes probables de ces tendances. Une typologie très simplifiée, ultra simplifiée des systèmes d'exploitation de la Camargue, hein. On a des exploitations, hein, qui peuvent être très grandes. On a des zones, bien sûr, l'agriculture, la production céréalière est en interaction forte avec l'élevage. Il y a des zones en haute Camargue, c'est-à-dire quand on dépasse les 2 mètres d'altitude, hein, et qu'on est sous des pressions de sel faibles. On a des productions céréalières dominantes avec intégration de maraîchage, hein, de plein champ. Et en Basse-Camargue, eh bien, on a la Croix-Rouge, c'est pour dire qu'on s'est un peu cassé les dents, quoi. On tend vers de la monoculture de riz, hein, voilà, en Basse-Camargue. Et donc, on a travaillé dans ce projet, on a voulu travailler sur les deux agro-écosystèmes, hein, Haute et Basse-Camargue, et on s'est cassé les dents, on reviendra pourquoi, sur la Basse-Camargue, hein. Donc, les zones plus dures, enfin plus difficiles à gérer, c'est-à-dire avec des pressions de sel plus importantes, des hydromorphies de stations, hein, alors qu'en Haute-Camargue, on peut facilement irriguer et décider du drainage de l'eau. En Basse-Camargue, on est souvent tributaire le drainage n'est pas forcément évident. Voilà. Et puis, on a travaillé sur des zones intermédiaires en interaction avec de l'élevage.
Donc les systèmes de culture céréaliers conventionnels de Haute-Camargue, ceux en tout cas qui nous ont servi pour nos modélisations, c'est grosso modo des rotations sur 4 ans, hein, donc 2 ans de blé dur et puis 2 ans de riz, hein, le tout avec du travail du sol, quoi. Et des problèmes, ben, on le voit, des problèmes où les sols restent nus, peuvent rester nus pendant très longtemps. Et au contraire, dans la succession riz-blé, des successions très tendues hein, au niveau calendrier des travaux entre les récoltes qui peuvent être tardives, et puis l'installation, le retravail du sol, et puis l'installation des blés qui peuvent se faire, bah, comme en ce moment, dans des conditions très humides, quoi. Voilà, donc on a les quelques photos qui illustrent les principaux problèmes agronomiques, hein, une compaction des sols et une forte hydromorphie, hein. Vous avez des mottes assez importantes. Les développements racinaires là, de quelques choux sauvages là, illustrent bien les problèmes de compaction. Le décompacteur, là, c'est une photo qu'on a faite. La première fois qu'on a voulu décompacter des sols de rizière, on est rentré avec des dents Michel, 4 dents, et il y avait 200 chevaux devant. Ce sont les dents qui ont cassé, quoi. Voilà, donc c'est très compacté, des problèmes de faible diversification, des charges en adventice très fortes, hein, panis, donc des échinoclora, et puis des cyperacées, et donc des coûts de plus en plus importants. Donc voilà, c'est ce qui a un petit peu ce diagnostic rapide permet de donner un contexte au travail de reconception des systèmes, quoi, hein, pour répondre par des approches systémiques hein, à des problématiques multiples hein, de dégradation des profils culturaux et puis de vulnérabilité des systèmes face au changement conventionnel, face au changement climatique, hein, des risques climatiques croissants hein, sur les semis d'automne, hein, on l'a vu sur la parcelle, sur la diapo d'avant, mais la dernière photo en bas à droite, là, sont des inondations après semis de blé hein, qui viennent faire que les blés disparaissent, périssent et doivent être ressemés quand l'eau veut bien s'éliminer. Donc souvent, avec des ressemis de blé en sortie en fin d'hiver, en janvier, quoi. Et donc, bien sûr, des chutes de potentiel importantes. Donc une sensibilité au risque climatique, des disponibilités en eau douce décroissantes et plus aléatoires, des systèmes de culture, et on se posait la question, surtout dans les zones basses, est-ce que les systèmes de culture, par des changements peuvent être un levier de contrôle de la salinisation, de la salinité des sols, quoi. Et c'était aussi reconcevoir des systèmes pour répondre aux impasses techniques, hein, des impasses liées à la pression d'adventice croissante, hein, Panis triangle, combinées avec bah, des pressions réglementaires également croissantes et une diminution des solutions disponibles en matière de produits phytosanitaires, et puis des charges de mécanisation en conventionnel qui peuvent être très élevées. Donc tout ça conduit à une érosion des performances économiques hein, par les charges, une diminution aussi concomitante des aides PAC hein, progressives. Et donc voilà. Alors il y a beaucoup d'agriculteurs dans la Haute-Camargue qui se tournent vers des diversifications vers le maraîchage, hein, soit directement, soit par de l'allocation de terre. Mais bon, on peut penser que cette voie a ses limites, hein, notamment en termes de marché, quoi, sans parler d'autres problèmes. Donc la conception des systèmes, très rapidement, comme on s'y est pris, hein, en assez peu de temps finalement, bah, d'une part, on n'est pas parti de zéro, hein. D'un côté, on savait à peu près où on allait parce qu'on partait de l'expérience de notre unité du CIRAD sur les résicultures pluviales, les résicultures tropicales et différents types de résiculture, hein. Donc vous avez ici des photos de résiculture pluviale, hein, donc des riz qui poussent uniquement avec l'eau de pluie, hein, sans aucun aménagement des parcelles. Donc des photos au Cambodge, hein, avec des agriculteurs qui visitent là, du semi-direct sur couverture de stylosantès. À tout seigneur, tout honneur, en haut à droite, une photo de Lucien Segui, hein, dans les années 90 au Brésil, avec du semi-direct de riz sur couverture vive d'Arachis pintoy. Et puis en bas, des photos de mon collègue et ami Florent Thivet au Cambodge, hein, pardon, au Laos, hein, Florent Thivet ou peut-être Pascal Liénard, hein, je ne suis pas certain.
au Laos, donc de semi-direct, sur des mulches de Brachiaria, une graminée, combinée à du Cajanus cajan, hein, une légumineuse. Et puis, on voit une certaine activité biologique sur la parcelle. On a fait ça également en riziculture inondée, hein. Donc là, c'est une riziculture avec des aménagements partiels sommaires, où on ne contrôle pas complètement l'eau, hein. Et donc là, notamment, on est dans une zone de ce qu'on appelle en bon anglais deep water rice, c'est-à-dire qu'on commence en fait le cycle de riz en pluvial et on finit avec le cycle avec 70 centimètres d'eau dans les parcelles. C'est lié, cette crue, elle est liée au régime du Mékong, hein, on est au Cambodge. Et donc là, on a trouvé des couverts végétaux qui vont très bien, hein, finalement, on sème ces couverts à la volée dans le riz à la fin du cycle. Quand l'eau commence à diminuer dans les parcelles, on n'a plus d'eau, quasiment plus d'eau libre, on a de l'humidité résiduelle, mais on n'a plus d'eau libre en surface, on sème à la volée les couverts et qui vont suivre les fronts de déshumectation de l'eau dans les profils. Et vous voyez ce couvert végétal là, donc vous avez son effet en fin de saison sèche, vous avez son effet au-dessus, et puis le profil qui a été complètement recolonisé là, hein. On est sur 60-70 centimètres hein, de sol qui sont complètement recolonisés, quoi. Donc ça sont des systèmes de riziculture inondée. On a fait ça, bon, là il y a un exemple cambodgien. Un exemple parmi d'autres hein, de riziculture irriguée, mais bon, je l'aime bien. C'est un semis, c'est en Colombie, hein, donc c'est du semis à la volée dans une crotalaire Juncea, qui a ici, elle a 70 jours à peine, quoi. Et donc on sème à la volée avec un tracteur de 50 chevaux, on sème sur 13 mètres de chaque côté, là. Ensuite, on a passé un rouleau pour la crotalaire, hein. Les graines de riz se retrouvent coincées entre ce matelas et la et le sol. Ça sèche assez vite parce que le passage de rouleau casse les tiges de crotalaire, hein, et donc ça, c'est 3 jours après. C'est pas l'effet herbicide, hein, c'est vraiment l'effet mécanique, même si on a utilisé des herbicides pour les zones où la couvert n'avait pas bien poussé. Et donc après, bah, la première fois qu'on fait ça, on serre un peu les fesses en attendant que ça germe, quoi. Et puis voilà. Donc, la densité est pas folle, mais ce sont des hybrides, ce sont des riz hybrides, hein. Donc on avait jeté à la volée des riz hybrides. Donc la personne qui avait payé les semences me regardait avec des gros yeux quand même. Et puis ça, bon voilà, ça a fonctionné, hein. On a sorti 6-7 tonnes de riz. Donc c'était pour un premier essai, on était plutôt content. Voilà, donc on a ce recul, hein. On a aussi finalement un cadre conceptuel de reconception des systèmes qui est assez clair, hein. De lasser en riziculture, ben pourquoi? Mais d'abord pour complètement changer les relations au sol-plante des rizières, hein. C'est-à-dire passer d'un schéma conventionnel que vous avez à gauche sur ce schéma, où les sols sont compactés, où on gère de l'eau finalement en surface avec une assez faible recharge et puis des enracinements très peu profonds. Le 1, là, le hardpan, excusez-moi pour l'anglais, bon, bah, c'est des semelles de labour hein, qui font que l'eau ne s'infiltre pas ou peu. Tout le profil fonctionne sur la microporosité, hein. Vous avez vu les niveaux de compaction de ces sols. Et donc, voilà. Et ce qu'on essaye de faire, c'est de passer à un schéma, le schéma à droite, c'est-à-dire des sols, des profils réouverts, hein, où l'eau n'est plus stockée en surface, mais l'eau qu'on rentre dans les parcelles sert à recharger les profils. On remplace la lame d'eau en surface par une lame de biomasse, au moins en début de cycle. On limite les évapotranspirations. Donc ça limite on améliore l'efficience de l'eau, mais on fait aussi l'hypothèse que ça va limiter les remontées salines hein, en été, quand on a des évaporations faibles. Surtout si on passe d'un régime de microporosité qui favorise les remontées capillaires à un régime de macroporosité qui les empêche, quoi. Donc voilà, ce sont toutes nos hypothèses. On fait ça comment? Ben avec, on va le voir de façon pratique, hein, avec de la décompaction initiale et puis ensuite des couverts végétaux, hein. C'est des flux de biomasse et une biodiversité cultivée renforcée qui vont activer des fonctions agroécologiques de gestion intégrée de la fertilité, hein, notamment la physique et la biochimie des sols, et puis qui vont aussi permettre de protéger une protection agroécologique des cultures avec un effet rapide sur les pressions d'adventice, quoi, notamment.
Et puis voilà. Donc c'est un peu ce qui nous anime, ce qui anime un peu, ce qui sous-tend cette introduction de l'agriculture de conservation en riziculture. Il y a voilà, c'est organisé. Ça va permettre aussi, bien sûr, avoir des effets d'augmenter la productivité de l'eau, mais ça va aussi permettre a priori, de baisser considérablement les émissions de gaz à effet de serre, notamment le méthane, hein, qui est lié à des conditions hydromorphes permanentes. Et puis, on l'espère, gérer les problèmes de risque climatique, quoi. On va le voir. Et puis voilà, et les hypothèses sur la modification des dynamiques de salinisation des sols. Donc, concevoir et maîtriser, je vais accélérer un peu. Donc, on n'est pas non plus parti de rien, hein. C'est-à-dire, quand on arrive en Camargue, il y avait plein d'innovations dans le milieu. Donc, on les a, qui étaient déjà pratiquées par les quelques agriculteurs, hein. Les couverts végétaux, c'est quelque chose qui existait avant le démarrage du projet, hein. Et il y avait eu pas mal de recherches et de développement et de propositions par des privés de couverts végétaux adaptés au contexte camarguais et à la riziculture, notamment les histoires de semis à la volée, de trèfle en fin de riz. C'est quelque chose qui était pratiqué déjà par quelques agriculteurs en Camargue, hein, je dirais sur 15-20% des surfaces, quoi. Il y avait aussi des gens, ça c'était plus anecdotique, mais ça n'a pas existé, c'est absolument pas nous qui l'avons mis au point, hein. C'était de sortir de ces successions riz, blé très difficiles à gérer et risquées par l'intermédiaire d'un colza semé à la volée dans la fin du dernier riz. Voilà, et qui permettait ensuite d'avoir une transition colza, blé dur plus facilement gérable. Et puis le troisième élément qu'on a remobilisé dans la conception des systèmes qu'on va vous présenter, bah c'est un classique, hein, c'est le blé dur sur luzerne vivante, hein, qui est quelque chose qui est pratiqué dans plusieurs régions de France et qui était déjà pratiqué aussi par quelques agriculteurs en AC, enfin en Camargue, hein, Alain Coudrier et Sandrine Gallon notamment, qui nous ont directement passé leur savoir-faire sur la maîtrise dans le contexte camarguais de ces associations. Voilà, donc on a remobilisé tous ces éléments pour construire assez vite un système en agriculture de conservation pour la Haute-Camargue, opérationnel, rapidement opérationnel. Enfin, il a fallu mettre au point des choses, hein, ce que Xavier vous expliquera tout à l'heure. Voilà, donc avec une conversion, hein, qui se fait via le colza. Hein. Donc on a un riz conventionnel, hein, en année -1, un colza pour sortir de ce riz, des repousses de colza, et puis en première année, là, donc pendant l'été, là, le 8, hein, c'est le mois d'août, hein, le 9, c'est le mois de septembre, je vous épargne les autres, on fait la décompaction des sols, hein, que vous voyez sur cette vignette, hein. C'est une opération préliminaire incontournable. Et puis une mise à la pente, hein. On a réintroduit des pentes avec des questions encore qu'on se pose sur le choix de la pente idéale. Mais on replane les parcelles avec une pente entre 0,2 et 0,4 pour 1000, hein, c'est-à-dire entre 2 et 4 centimètres pour 100 mètres. 4 centimètres étant probablement un peu trop. Voilà, et puis ensuite on rentre dans un cycle, on transforme vite les profils, hein. On a créé de la macroporosité, on va les occuper par du blé dur associé à de la luzerne, qu'on va conduire pendant deux, voire trois campagnes. Voilà, avec une innovation récente là, dont on verra les effets de valorisation de la luzerne, hein, au cours des étés, quoi. Et puis ensuite, ben, on sème, on va rentrer, la luzerne repousse, on peut la sursemer avec des couverts divers si on veut renforcer les biomasses. On fait un premier riz. À la fin de ce riz, on a un semis à la volée de couverts à base de trèfle, hein, principalement en ce moment, sur lequel on fait maintenant une coupe, parce que les premières années où on a fait ça, on s'est retrouvé ici avec 12-14 tonnes de matière sèche, hein, avec ces trèfles. Et on s'est confronté et on s'est cassé les dents sur des problèmes de gestion technique de ces grosses biomasses pour installer correctement des riz dans ces grosses biomasses. Donc une coupe ici permet une valorisation et aussi permet de faciliter la gestion technique de l'installation du riz qui suivra. Facile. C'est nettement plus facile de semer dans 6 tonnes que dans 14. Surtout quand on envoie de l'eau derrière. Enfin bon, ça pose des problèmes de température, etc. Ici aussi.
Et puis ensuite, après le deuxième riz, on sort avec du colza. On a essayé de semer le colza en association avec le luzerne à la volée, ça marche pas très bien, mais on va y revenir. Et puis, eh ben, éventuellement, on a une petite opération là, mécanique de surface pour, après 2 ans de riz, ben, il y a parfois ce qu'on appelle des redans, hein, des ornières, etc. Donc, on fait un travail de surface pour remettre à plat et puis repartir sur blé dur luzerne pendant 2 voire 3 ans. Donc voilà, vous avez des photos. Là, c'est un rotaro non girobroyé. Et là, il a été girobroyé. Forcément, c'est plus facile à gérer. Au mois de mars, hein, donc ensuite, on le laisse repousser jusqu'au mois de mai, à peu près. Donc voilà le système que l'on va évaluer. Je vais passer la parole à Albin qui va vous présenter les résultats d'évaluation multicritère de ces systèmes. Ok, parfait. Du coup, à ceux qui nous écoutent, vous devez sûrement vous dire toute cette conception, etc., à l'agriculteur, tous ces changements, à quoi réellement ça lui sert, qu'est-ce qu'il a gagné ou qu'est-ce qu'il a perdu. Et du coup, c'est la question qu'on s'est posée durant ces 3 années et qu'on a tenté d'évaluer avec notamment l'outil Sister. Donc, c'est un outil d'évaluation multicritère qui a été développé par Arvalis. Donc, grosso modo, on rentre plein de données, donc des données assez précises par exemple, de tracteur, d'opération, de poids du tracteur, de consommation, d'IFT, de rendement, etc. Et à la fin, il y a plein de leviers de performance, pardon, qui soient du style agronomique, économique, environnemental et social. Donc vraiment, cet outil fait ça tout seul. C'est une sorte de grosse calculette hyper intéressante qui nous donne plein d'indicateurs qu'on a sélectionnés pour essayer d'évaluer le système de Xavier et son système notamment en ACS par rapport à son système conventionnel. Tu peux passer à la diapo suivante. Alors, qu'est-ce qu'on compare littéralement? Il fallait bien qu'on ait un début et qu'on ait ensuite une fin. Alors, à la base, on part sur une rotation classique, donc en conventionnel, c'est ce que faisait Xavier avant. Donc, un peu comme l'a expliqué Stéphane, on avait 2 riz de suite suivis de blé, avec des périodes de sol nu entre chaque. Donc, là, vraiment une rotation de 4 ans. La particularité du système en ACS qu'on a créé, c'est avec le rajout du colza. Donc, ça fait plus une rotation sur 4 ans, mais bien une rotation sur 5 ans et avec des périodes de sol nu qui sont inexistantes. Parce que entre les 2 riz, comme vous pouvez le voir, on a ce fameux rotaros, donc du trèfle qui est semé au drone avant la moisson du premier riz. Ensuite, on fait ce colza semé à la volée également dans le second riz, qu'on conduit avec ou sans une luzerne, et puis le blé dur sur luzerne pendant 2 ans, suivi ou non d'un couvert de biomasse. Donc voilà ce qu'on a essayé de quantifier, de mesurer avec l'outil Sister. Cette rotation de 4 ans et ses périodes de sol nu, et cette rotation de 5 ans avec cette rotation que je viens de vous expliquer, ces successions. Concernant l'évaluation multicritère, il fallait qu'on garde des prix constants parce qu'entre 2020, la période où on était en conventionnel, la période de 2022 et la période de 2024, eh ben, les prix ont complètement évolué, que ce soit les prix d'engrais ou bien les prix des produits de céréales. Donc nous, on s'est basé sur des prix constants. Alors, notamment sur le blé qui était à l'époque à 330 euros. La seule petite modification qu'on a fait cette année en 2024, on a rajouté 6 euros qui était juste pour la plus-value avec un blé un peu plus protéiné. Voilà, en passant de 11,5 à 12,5. Sur le colza, le prix reste constant de 400 euros. Le prix du riz, constant de 630. Et puis pour les prix du trèfle et de la luzerne, ce sont des prix assez théorique parce que l'agriculteur le paye la luzerne et le trèfle au pied. Donc, c'est-à-dire qu'un autre agriculteur vient chercher la luzerne, il n'a pas à le toucher, il prend juste, on va dire, le cachet de cette production. En ce qui concerne les rendements, on avait fait une comparaison avec le conventionnel et le semi-direct avec des rendements similaires. Donc, ce qu'on peut voir, les blés, par exemple, les 2 à 6 tonnes. Donc, c'était pas similaire et théorique juste pour faire plaisir, hein. C'était vraiment conventionnel, on avait ces rendements-là. Et qu'en ACS, au bout de 2 ans, on avait ces rendements-là. Donc, c'était vraiment des rendements égaux. Idem pour le colza, pour le riz. Et puis là, 2 ans après, donc 4 ans après la transition, on arrive déjà avec des améliorations de rendement, donc aux alentours de 6,6 tonnes pour le blé, et puis une amélioration pour le riz de 0,5 tonnes qui nous arrive à 7 tonnes. Pour ce qui est du trèfle et de la luzerne, vous pouvez voir zéro à certains endroits. C'est qu'avant, en conventionnel, il n'y en avait pas. En 2022, sur un système ACS, la luzerne n'était pas valorisée, donc on va dire zéro. Le trèfle est à 8 tonnes également en 2024. Et puis la luzerne, on a trouvé du débouché, donc on arrive à la valoriser.
On fait environ 6 tonnes en première année et 8 tonnes en deuxième. Voilà, donc tout ça, c'est juste pour vous dire qu'on a fixé les choses pour pouvoir comparer à valeur équivalente. Ça sert à rien de comparer deux systèmes si les prix sont du simple au double, comme on peut le voir, ce qui fausserait énormément de résultats. Pour rappel, cette exploitation, c'est une exploitation qui est petite pour la Camargue, d'une petite centaine d'hectares. Donc voilà, c'est aussi à mettre dans son contexte. Mais voilà, tout ça se base en gros sur une exploitation de 100 hectares avec un seul agriculteur qui travaille, donc un seul UTH. Sur l'évaluation de la consommation de carburant. Donc, dans les performances, donc il y a, comme je l'ai dit, social, économique, environnemental. Donc, dans les environnementales, il y a bien entendu la consommation de carburant qui nous importe. Comme vous pouvez le voir, entre le système conventionnel ACS 22 et ACS 24, entre le conventionnel et l'ACS, on a déjà une diminution qui est énorme. On a plus de 50% de diminution de carburant sur le travail de l'agriculteur. Selon lui aussi, Xavier pourra nous le confirmer, mais cette diminution, elle serait plus réellement aux alentours de 66%. Mais bon, rien qu'avec l'estimation de Sister, on est aux alentours de 50%. Donc voilà, c'est déjà énorme. Qu'est-ce qui explique cette différence? Bah, c'est la partie travail du sol de 22 qui n'existe plus. On ne travaille plus le sol, donc moins de temps de travail de temps de tracteur, donc moins de gasoil. On a une petite augmentation des traitements phyto, parce qu'on en fait plus, on va dire, en nombre, pas forcément en quantité, on le verra après. Puis voilà, donc c'est vraiment ce qui fait la grosse différence, c'est le temps de travail du sol. Et puis aussi, on est passé sur des tracteurs beaucoup plus petits. Donc on peut voir en haut à gauche avec des roues en ferraille. Donc tracteur plus petit et puis dans des conditions beaucoup plus faciles. Avant, on traitait dans l'eau, on faisait les fertilisations dans l'eau. Donc quand il y a le riz, par exemple, donc c'est que 2 ans sur 4, mais c'est tout de même ça. On allait doucement, il fallait beaucoup de machines, beaucoup de force pour passer dans l'eau. Et maintenant, on est revenu à un passage à pneus qu'on peut avoir dans toute culture classique, donc une consommation vachement plus réduite. Voilà ce qui est pour la consommation de carburant. Pour ce qui est maintenant des consommations d'énergie primaire, donc ça, c'est toute la consommation qu'a besoin l'agriculteur pour faire fonctionner sa ferme. On a une légère diminution de toute cette énergie primaire, donc ce qui calcule en mégajoules, donc c'est vraiment l'énergie brute qu'a besoin l'agriculteur. On a une petite diminution. Pourquoi si petite? Parce qu'en gros, la majorité de l'énergie que demande un agriculteur, c'est sa fertilisation. La fertilisation est identique entre les trois systèmes pour l'instant, donc la grande part est identique. Ce qui change, bien entendu, c'est la consommation de carburant. On en utilise 2 fois moins, donc de fait, cette consommation est plus faible. Et puis sur les CEP autres, c'est tout ce qui est semences, phyto, etc. Donc là, on a une légère baisse, mais c'est assez anecdotique. Pour ce qui est des émissions de gaz à effet de serre, alors là, on pourrait se dire, bon, l'agriculteur diminue de 50% sa consommation, c'est génial, il va sauver le monde. En fait, ben, pas tant que ça, parce que là encore, qu'est-ce qui fait la grande part des émissions de gaz à effet de serre en agriculture? C'est les fertilisants. Donc, le fait de réduire de 50% ces carburants, c'est très bien, mais vous voyez qu'on diminue de 2%, 2-3% la consommation totale, vu que les fertilisants, la charge est toujours aussi importante. Donc voilà, c'est aussi une idée à prendre en tête de se dire que même si on réduit sa consommation de carburant, on pollue moins, mais c'est assez anecdotique. Voilà, c'est quelque chose à rajouter. Et puis, si on part, par exemple, ça c'est tout ce qu'on a consommé, mais qu'est-ce qu'on a produit? En système conventionnel, c'est pas écrit ici, mais en système conventionnel, on produisait à peu près 96 000 mégajoules par hectare. Donc bon, ça vous paraît rien comme ça, mais maintenant en ACS, on a plus de 120. Donc on a produit 130 fois plus d'énergie qu'on avait avant. Je ne sais pas si c'est clair. On consomme moins d'énergie et on en produit plus. Donc voilà aussi au niveau de l'énergie ce qu'on peut dire sur cette nouvelle ferme. Ensuite, sur la partie IFT. Alors, IFT, pour ceux qui ne savent pas, c'est indice de fréquence de traitement. Donc, c'est tous les produits phytosanitaires qu'on peut mettre, donc que ce soit herbicides, insecticides et fongicides. Donc, chacun les cides pour dire tuer l'insecte, tuer le fongi, le champignon et herbicide pour tuer les adventices. En système conventionnel, on était aux alentours de 3,5 IFT. Donc, ça veut dire qu'on a appliqué à la parcelle 3,5 doses de produits phyto. On était à 3,5. On a baissé en 2 ans, juste en passant en ACS, de 33%. Donc, ce qui correspond aux demandes gouvernementales. On diminue énormément déjà la partie herbicide. Alors, pourquoi? On pourrait se dire oui, on rajoute le glyphosate, etc. Mais pourquoi? C'est essentiellement, bah, déjà, on couvre le sol.
donc où il n'y a plus ces périodes de sol nu, on le couvre. Il y a toujours un couvert en place. Voilà, on perturbe moins le sol, donc il y a moins aussi de levée. Il y a aussi le cycle du riz qui vient casser le cycle de certaines adventices, un cycle de culture sèche, culture humide, donc on a une diminution de la pression. Voilà, donc on a réussi déjà à gagner 33% de réduction des phytos. Et puis là, en 2024, on a encore réduit. Donc on arrive maintenant à 54% de diminution par rapport au système conventionnel. Donc c'est énorme, on a divisé par deux la consommation IFT. Certes, on rajoute les petits IFT IFT insecticides, pardon, parce qu'on rajoute du colza. Donc par souci de sécurisation, l'agriculteur rajoute un insecticide pour la culture du colza, ce qui est assez classique. Mais on a quand même réduit encore cette part IFT herbicide, qui est quand même une part importante, surtout en Camargue. Donc voilà, il y a quand même un super travail sur ces IFT et sur les demandes à respecter gouvernementales. Voilà. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a diminué, même en étant en ACS, même en n'utilisant plus la ferraille en système conventionnel, on arrive à réduire nos IFT. Donc voilà. Hop. Maintenant, pour ce qui est de l'évaluation des charges, donc l'évaluation économique, sur ce qui est les charges en intrants que l'agriculteur met sur sa ferme, on a une diminution entre un système conventionnel et un système en ACS. Cette diminution, elle est relativement faible, elle est de l'ordre de 10-11%. Elle s'explique essentiellement par une réduction des produits phyto. Donc on en met moins ou on en met à plus faible dose. On ne met pas des doses entières, on peut mettre des quarts, des moitiés de dose. Donc bien entendu, ça fait un prix plus faible à l'hectare. Sur les charges en engrais, on est relativement similaire. Donc c'est pas ça qui change la face du monde. Et bien entendu, en charge en semences, on augmente cette charge-là parce qu'on sème plus. On sème des fois plus dense, parce qu'en semi-direct, on sait qu'il y a un peu de perte. Les sols sont plus froids, donc des levées plus compliquées. Donc on sème plus dense. Et puis surtout, on sème des couverts. Donc avant, dans un système où on ne semait pas de couverts, ben, ça c'était à zéro. Maintenant, on en sème, donc c'est quand même un coût pour l'agriculteur. Il y a plusieurs leviers pour les faire diminuer, soit de faire des semences de ferme, etc. Mais là, c'est une autre modification de la ferme pour pouvoir réduire ces charges-là. Donc c'est pour ça que la réduction totale est que de 10%, parce qu'on en enlève d'un côté, on en rajoute de l'autre. Donc ça se compense un peu. Pour ce qui est des charges de mécanisation, là aussi, on est un peu dans le même système. On en enlève d'un côté, on en rajoute de l'autre. On perd au niveau carburant, donc bien entendu, on en utilise moins. Au niveau entretien et location, on passe moins de temps sur le tracteur, moins de temps de machine, bah, on use moins les pièces, donc on les change moins, etc. Donc là, on réduit un petit peu. Et puis par contre, pour faire cette évaluation-là et pour que cet agriculteur se lance, il a fallu acheter un nouveau tracteur un petit peu moins puissant. Et donc, on a dû investir. Et donc, il y a cette partie d'amortissement qui est supérieure. Cet amortissement qui est voué à diminuer, donc les charges de mécanisation qui sont vouées à diminuer également aussi par la suite. Voilà, c'est un petit biais dans ces charges-là parce qu'on a acheté un tracteur dans un système et pas dans l'autre. Pour ce qui est maintenant une performance qui est économique et à la fois sociale, ça correspond notamment au temps de travail. Donc en courbe verte, c'est le temps de travail en conventionnel, hors ETA, je dis bien. Donc c'est hors les ETA, entreprises de travaux agricoles, donc c'est les entreprises extérieures qui viennent faire des prestations chez l'agriculteur. Et puis les courbes en bleu, c'est le temps de travail en ACS, toujours hors ETA. Donc quand on avait sur les 100 hectares qu'on avait là, l'agriculteur passait en moyenne en conventionnel, hein, donc tout le temps, les temps de préparation de sol, de semis, de traitement, de récolte. Enfin, pas de récolte du coup parce qu'il est fait par une ETA, ça dépend quelle culture. Mais on est passé quand même de 2,31 heures à l'hectare à 1 heure, voire moins d'1 heure en 2024 à l'hectare. Donc on a divisé par plus de 2 le temps de travail à l'hectare de l'agriculteur, en passant à ces techniques d'agriculture de conservation. On avait fait ce petit calcul on va dire un peu pour s'amuser, pour pousser la réflexion plus loin. C'est que en restant dans ce système de, de travail conventionnel, l'agriculteur aurait pu gérer au maximum 220 hectares. Donc, c'est-à-dire maximisant ses charges de travail en travaillant toute l'année. Euh, toute l'année, il pouvait gérer au maximum 220 hectares, alors que maintenant en ACS, il pourra en gérer 410. Donc voilà, ce que ça fait aussi comprendre ça, que l'agriculteur peut gérer beaucoup plus de choses ou travaille moins pour gagner autant. Donc ça, c'est hyper important. Après, on peut voir des périodes comme par exemple août, septembre, qui sont vides, où on dirait que l'agriculteur fait rien, il part pas en vacances pendant 2 mois, loin de là. Il y a tous les temps qui sont pas comptés, du style les temps d'irrigation, notamment pour le riz. Et puis des temps aussi qu'on n'avait pas forcément conventionnels, mais des temps de réflexion sur les couverts, quels couverts mettre, gérer les semoirs, beaucoup plus de temps de préparation de
de ces semoirs, etc. Donc voilà, c'est vraiment, c'est pas à prendre au pied de la lettre, mais tout ça pour vous faire comprendre qu'en ACS, l'agriculteur a gagné énormément de temps euh, pour faire la même chose, gérer ses 100 hectares, quoi. Et puis il y avait un autre petit truc qui parlera plus aux Camarguais, mais c'était la problématique des flamants roses. Alors il faut savoir, quand on sème le riz, les flamants roses viennent le manger dans la seconde où il est semé. Ils adorent les énormes flaques d'eau, ils viennent se poser la nuit, etc. Donc le gros travail des riziculteurs de Camargue, c'est de se lever la nuit pour aller effaroucher, c'est-à-dire tirer en l'air pour faire partir les flamants roses. Donc c'est des nombreuses nuits blanches jusqu'à que le riz lève. En système d'agriculture de conservation, le riz il est semé dans un couvert, donc ces grands oiseaux ne peuvent pas se poser, ne peuvent pas manger le riz. Et voilà, fin du bal. Donc il y a aussi cette problématique flamant rose qui est réduit à néant, et ce qui permet à l'agriculteur de faire des meilleures nuits. Et puis maintenant, la partie la plus intéressante, hein, toujours l'argent, c'est ce qui concerne le produit que peut faire l'agriculteur avec ces nouvelles techniques. Alors, si on se concentre uniquement sur le système conventionnel et le système ACS 22, on avait vu qu'il y avait une perte en produit brut d'environ 400 euros, donc par hectare, hein. Donc là, on se disait, bon, ben, super, l'agriculture de conservation, l'agriculteur perd de l'argent, etc., etc. Cette grosse perte d'argent, elle s'explique par l'entrée du colza dans la rotation. Donc, comme je l'ai dit au début, on est passé d'une rotation de 4 ans à une rotation de 5 avec le colza. Le colza était une culture assez peu rémunératrice, notamment comparée au riz, avec une forte rémunération. Donc, c'est pour ça, en fait, qu'on perdait, on prenait une année de plus, et donc on gagnait moins d'argent. Donc, ces 400 euros-là sont essentiellement expliqués par ça. En 2022, on ne valorisait pas la luzerne, premièrement, et puis les rendements n'étaient pas ceux de 2024. Donc là, avec cette correction de rendement et cette valorisation de luzerne, on arrive sur un produit brut sur la colonne marron de 3 382. Donc, on se rapproche, on va dire, du produit brut qu'on faisait en conventionnel sur une rotation de 4 ans, je dis bien. Là, la barre marron, on est encore sur une rotation de 5 ans. Donc voilà, on pourrait se dire, brut comme ça, que même malgré tout, l'agriculteur perd un produit brut. Si on regarde maintenant la marge nette avec aide, alors là, entre le conventionnel et le système 2022, pareil, on perdait environ 200 euros de l'hectare. C'était donc là, il y a les charges qui sont prises en compte, etc. Donc même si on consomme moins, même si tout ça, l'agriculteur perdait de l'argent. On investit sur le sol, etc. Bref, le résultat comptable, le banque nous dit vous perdez de l'argent en faisant ce système. Maintenant, en 2024, 4 ans après la transition, donc valorisation de l'ISERN, je me répète, et augmentation des rendements, etc. Diminution aussi de certaines charges. On arrive sur une marge nette de 1204 euros de l'hectare, qui est cette fois-ci supérieure à l'ancien système. Donc là, c'est une petite victoire, hein, clairement pour l'agriculteur, parce qu'on se disait, bon, on perd de l'argent en faisant de la CS. Et là, on y est arrivé, ça y est, au bout de 4 ans. Donc 4 ans, c'est relativement peu, hein, dans un système en transition pour repasser euh, à une marge nette convenable et surtout supérieure à l'ancien système. Voilà. Et puis si on ramène aussi, petite anecdote, mais si on ramène cette marge à l'heure travaillée, l'agriculteur gagne beaucoup mieux sa vie. Donc voilà, cette marge nette, il la faisait avec 2,31 heures à l'hectare, maintenant il l'a fait avec moins de 1. Voilà pour la partie évaluation. Sur la partie conclusion et perspective, je vais te laisser faire Stéphane. Mais grosso modo, ce qu'il faut retenir, c'est que ce système, il est encore en transition. Ça fait que 4 ans. Il y a beaucoup de choses à améliorer, notamment ce qu'on l'a vu sur la partie fertilisation. Donc, c'est ce qui pêche un petit peu sur les consommations, les émissions de gaz à effet de serre, etc. Puis aussi sur l'argent, hein. Donc, voilà, il y a toute cette finalité aussi à bosser sur les couverts et sur la fertilisation, entre autres. C'est bon pour moi, Stéphane. Tu dois pas avoir ton micro, il me semble. Si je crois que je l'ai réactivé, sauf si vous me dites le contraire. Donc rapidement en conclusion et puis des perspectives, hein, alors sur la conception des systèmes et sur leur évaluation, bah, sur la conception, on pourrait bien sûr aller plus loin, hein, dans la construction, dans la mise au point des briques élémentaires qu'on a finalement agencées, hein. La première, ça a été de maîtriser ces successions couvert, culture, couvert, hein, avec des couverts morts, avec des couverts vivants, avec des semis à la volée, avec des semis directs au semoir. On pourrait se pencher et travailler sur l'élaboration de nouvelles briques pour pousser la diversification des systèmes, hein, et
On avait, durant le temps du projet, commencé à travailler sur des séquences de double culture, notamment de culture de soja en semi-direct derrière récolte de blé dur. On voulait, ou de sorgho, hein, sorgho grain. Bon, on n'a pas pu aller très loin dans ces questionnements-là parce que bah, c'est pas tout à fait simple au niveau de la gestion d'irrigation, hein. Les systèmes d'irrigation camarguais sont essentiellement gravitaires, hein, et passer à d'autres modes d'irrigation, bah, ça serait compliqué. Et envoyer des lames d'eau sur des jeunes sojas, bon, bah, c'est peut-être que quand les sols seront bien refaits, avec un peu de pente, on y arrivera bien, mais sur les premiers essais qu'on a fait, ça n'a pas été un franc succès, loin de là, quoi. On aimerait bien aussi travailler sur les questions d'intégration avec le maraîchage de plein champ, hein, notamment parce que c'est une diversification qui a le vent en poupe, hein, pour répondre à des problèmes économiques de façon court terme, hein, que rencontrent certains agriculteurs en conventionnel, pour la production de melons, mais aussi de tomates industrielles, voire de carottes. Enfin bon, il y a des choses qu'on pourrait faire, mais enfin sur melon et tomates, je pense on pourrait avancer sur le développement de systèmes, quoi. Bien sûr, il faudrait ensuite reprendre une évaluation ex post, hein, de ces nouvelles briques, hein, de diversification de ces nouveaux systèmes, quoi. Et la modélisation avec Sister bah, est un bon outil, hein, pour prospecter des scénarios à l'échelle des systèmes de production. Donc sur l'évaluation des systèmes, bah, on l'a vu, hein, c'est attention à évaluer des performances de façon trop tôt, hein. Il y a un danger à évaluer des systèmes non maîtrisés et en transition, hein. Si on s'était arrêté à l'évaluation des systèmes à la fin du projet en 2022, bah, on pouvait dire votre affaire là, c'est pas très intéressant, quoi. Si on est prêt à passer ce cap, quoi, et à persévérer malgré certaines difficultés dans la gestion de la transition liées aux apprentissages, liées à la transformation des milieux, eh ben, on se rend compte que en 4 ans finalement, on améliore et on restaure complètement les performances économiques, hein, et sans parler des performances environnementales, les performances économiques qui intéressent les agriculteurs en premier lieu, des systèmes, quoi. Et puis, donc, ça va de pair avec, bah, ça, c'est corrélé aux histoires de fonctions agroécologiques, hein, là, ces modes de gestion actives, hein, actives progressivement des fonctions agroécologiques qui permettent de se substituer à des gestions chimiques, hein, par les engrais ou par les produits phyto, quoi, hein. Ce sont les rotations et la régulation des adventices qui progressivement permettent de diminuer les IFT, quoi. Et donc, ces fonctions, elles ont leur cinétique, hein, et c'est par elles qu'on va diminuer les charges en intrants, en engrais minéraux et en herbicides notamment. Donc voilà, bon, ça, cette photo arrive un peu tard, mais c'était pour des pistes de diversification, enfin de comment gérer, ça, c'est des photos américaines, je crois, hein, de transplanting dans des couverts de légumes de plein champ. Voilà, donc ça, c'est un schéma un peu conceptuel, peu bavard, hein, pour voir on a dans ce cercle-là, les systèmes de culture mettent en relation, ont des performances, hein, c'est-à-dire des productivités, hein, productivité des facteurs engagés, hein, du travail, de la terre, etc. Et puis, ils ont aussi des impacts, hein, c'est-à-dire des effets sur les ressources, hein, et en premier lieu les ressources naturelles, la qualité des sols, la biodiversité de ces sols, la qualité des eaux aussi. Et en retour, bah, ces modifications de ressources naturelles, l'amélioration des sols ou leur dégradation, ont des effets positifs, ce qu'on essaye de mobiliser, ou négatifs quand on dégrade les ressources, sur la performance, hein, c'est-à-dire l'efficience et la productivité des systèmes. Ces impacts-là, on peut les mesurer à l'aune de la parcelle et des systèmes de production. On parle alors de fonctions agroécologiques, hein. L'amélioration de ces ressources ont des effets positifs sur la gestion de la fertilité, sur la protection agroécologique des cultures, sur les pollinisateurs, hein. Les abeilles adorent les couverts multispécifiques, les fleurs, etc. Et puis d'un autre côté, on peut regarder, donc ça c'est l'intensification, on va dire, c'est l'intensification par des processus agroécologiques, hein,
mais de façon très concrète, hein, et avec des bénéfices, c'est pas du, enfin, avec des bénéfices directement sur l'économie des exploitations, quoi. Et puis de l'autre côté, si on se penche à des échelles supérieures, ben ces fonctions, cette amélioration des ressources naturelles peut avoir et c'est lié bien sûr, mais pas de façon enfin, parfois pas si étroite. On a des effets, des services écosystémiques, hein, qui sont liés à l'approvisionnement, hein, donc des produits en plus grande quantité, en meilleure qualité, des régulations AHB, c'est des régulations atmosphériques, hein, donc bah, par exemple, je séquestre le carbone, des régulations hydrosphériques, hein, je régule les flux d'eau, et puis des régulations liées à la biodiversité, à la biosphère. Et puis, bien sûr, les aménités qui sont liées à tous les services culturels et paysagers. Voilà. Et donc ça devrait générer des paiements, hein, pour ces services rendus. Donc voilà, donc l'agriculteur se paye directement par les fonctions agroécologiques. Et puis si on arrive à quantifier ces services écosystémiques, ben, on devrait être aussi rémunéré pour ça. Mais bon, on n'a pas besoin de ça pour se lancer dans ces améliorations, hein. On vient de le voir par par l'amélioration des performances économiques des systèmes. Donc voilà. Bon, si on nous redonnait un peu d'argent et puis s'il y avait des agriculteurs qui étaient intéressés pour continuer à avancer, je dirais que Xavier, là, il n'a plus vraiment besoin d'un projet pour avancer, quoi, hein. Il sait à peu près, sa route est à peu près claire. Il vous le dira tout à l'heure mieux que moi, quoi. Mais si on devait remettre les couverts, hein, si vous me le permettez, qu'est-ce qu'on aimerait traiter comme sujet? Ben, c'est poursuivre la conception et la diversification des systèmes en Haute-Camargue, hein. Donc, on l'a dit, hein, maraîchage, double culture, etc. La question des irrigations, des cultures d'été. Mieux évaluer les consommations d'eau. Ça, il faudrait qu'on ait une métrologie un peu plus fine de qu'est-ce qui rentre dans le système, qu'est-ce qui sort, et puis même la qualité de ces eaux. Ça serait intéressant. On aimerait bien rentrer un peu mieux, de façon un peu plus fine dans l'émission, la capitalisation des émissions de gaz à effet de serre. Parce que Arvalis, là, on est passé vite dessus, mais Arvalis n'est pas calibré pour faire d'évaluation de la riziculture, quoi. Et en riziculture, il y a un gaz à effet de serre qui est important, qui est le méthane, hein, qui est lié au maintien des lames d'eau. Et c'est sûr qu'en ACS, on modifie complètement ces émissions de méthane, mais il faudrait les quantifier. Et ça, c'est de la métrologie assez fine, mais qu'on n'a pas pu faire. Maintenant, il faut la faire. Maintenant qu'on a des systèmes stabilisés, opérationnels qui fonctionnent, on pourrait se lancer dans cette aventure métrologique qui est assez lourde. Hein. Donc, c'est pas la peine de se lancer là-dedans tant que les systèmes ne sont pas stabilisés et promis à un certain avenir dans le milieu, quoi. Et puis, il faudrait qu'on retourne dans ce sur quoi on s'est cassé les dents, c'est-à-dire la Camargue basse, hein, la Camargue plus hydromorphe, soumise à des pressions salines plus fortes, ou les rotations, ben, où on tend vers de la monoculture de riz. Donc les options de diversification, elles sont beaucoup plus compliquées. Et donc là, eh bien, il faudrait probablement travailler non plus à l'échelle de la parcelle, hein, mais à l'échelle de mailles hydrauliques, d'irrigation drainage. Et probablement, c'est ce qu'on avait pensé faire, prévu de faire, et puis bon, ça n'a pas pu se concrétiser. Travailler sur des mailles où on a la maîtrise des mailles poldérisées, hein, c'est-à-dire qu'on est capable d'avoir un pompage dynamique dans les canaux de drainage pour rabattre les nappes quand ces nappes sont salées, quoi. Hein, donc, c'est des choses plus compliquées, mais qui vaudraient la peine d'être faites pour réfléchir à des scénarios du futur pour la Camargue et notamment ces étages les plus bas qui sont les plus directement impactés par le changement climatique, quoi, et qui ont les moins de marge de manœuvre à leur disposition. Les sujets sont plus compliqués. Et puis, bah, on pourrait, par ces scénarios à l'échelle des parcelles et des exploitations que nous ouvrent ces nouveaux systèmes, ben, alimenter des scénarios de prospective à l'échelle de la région, de la Grande Camargue, en termes de flux d'eau, en termes de biodiversité, etc., pour bah, recréer un vrai dialogue entre les acteurs autour de scénarios d'évolution des systèmes, d'aménagement des espaces et de gestion des systèmes de culture et de production en interaction avec la conservation de la nature. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Merci pour votre écoute.
La photo la plus intéressante est bien sûr celle de gauche, hein. C'est une photo qui a été prise ce matin. C'est de l'activité biologique après récolte de riz, hein, donc les riziculteurs comprendront. 15 jours après récolte de riz, les pailles ont été digérées et on voit une certaine activité de vers de terre. Après, c'est un premier riz ou un deuxième riz, hein? Premier lieu. C'est un premier riz. Du Enfin, couvert. bon, avec des couverts avec de la veste et d'autres, et du trèfle trèfle et veste qui commencent à lever, qui ont été lancés, semés à la volée quelques jours avant la récolte. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Et nous sommes bien sûr prêts à répondre à toutes les questions, Xavier, en premier lieu, bien sûr. Et j'arrête le partage. Et ben, ça tombe bien, ben, merci beaucoup. Effectivement, j'ai quelques questions techniques. Ah, Je pense que Xavier, c'est pour toi. ouais. Euh, semis de colza avec la luzerne. Quelle variété de luzerne? Luzerne typée du sud ou le typé nord? Indice de Typé dormance ou flamande, dose? les luzernes à faible indice, du coup, qui dorment beaucoup, si je Ok. me trompe pas. C'est la variété Adorna. Comment tu dis? Adorna. Adorna, ok. J'ai choisi ce type de luzerne pour qu'elle me gêne en fait le moins possible dans le blé, quoi, qu'elle démarre le plus tard possible. Comme il fait pas très très froid ou chez nous en hiver, il faut pas être gêné dans les futurs bleus, quoi. Et tu l'envoies combien de kilos avec le colza? Je l'ai envoyé à 20 kilos. 20 kilos, ok. Surtout sur semis pendant le blé. Les semis à la volée, hein, avec colza, on les a réussi. Ah oui, après c'est pas efficace, c'est d'une efficacité redoutable, quoi. C'est semi après la récolte du riz, on peut avoir des grosses pluies, de l'humidité du sol assez importante et pour la luzerne c'est pas top top, quoi. D'accord, d'où le fait de Non, je charger. préfère plutôt assurer la luzerne, la semer avec le blé. Et avec le colza, cette année, j'ai essayé de l'associer avec du trèfle. Un mélange enfin, de mélange de trèfle, comme le Rotaros qu'on fait habituellement, mais à faible dose, pour voir s'il y a un intérêt à le conduire surtout enfin, avec le colza, et si, c'est surtout pour qu'il couvre après la récolte du colza. Trèfle blanc, violet? C'est un mélange trèfle de Perse, trèfle d'Alexandrie, trèfle je sais plus quoi, Résupinatum, si ça existe. Ça Le existe. trèfle annuel, quoi. Ok. Et Pour une couverture l'été, parce qu'après, il faut quand même que je reprenne un léger travail après le colza pour remettre tout à plat et repartir sur du blé et la luzerne. Donc, c'était pas vraiment tip top de déchaumer la luzerne. ok. Bah, que tu comprennes bien, Martin, c'est vraiment maintenant, on avait essayé colza luzerne. Maintenant, ce qui est favorisé, c'est vraiment blé luzerne. La luzerne. Plus simple, beaucoup plus réussi, quoi. Blé luzerne, justement, j'imagine, tu dois pas mettre beaucoup de racinaires d'automne et peut-être pas de DFF parce que luzerne, elle aime pas trop ça, Voilà, quoi. exactement. Un blé conduit sans désherbage. La première année sans désherbage, à part une régulation de la luzerne en fin de cycle. Mais avec l'avantage du riz, c'est qu'on n'a pas trop de graminées dans les Ok. blés. Donc, on peut se permettre de pas désherber les blés. Ok. Peut-être en seconde année, après ça dépend de la parcelle, c'est vraiment à Et est-ce voir. que tu précocifies le semis du blé pour que la luzerne elle ait encore des degrés jour ou tu sèmes ça à date classique? Non, date classique. Il fait chaud, chez nous, il fait encore 25 degrés. Ok. Et donc, luzerne avec blé, tu fais varier la densité de semis de la luzerne ou tu es toujours à Là, je suis à 15 kilos. 15 kilos? Ok. 15 kilos. Pour l'instant, j'ai pas de double cuve, donc c'est semi à la volée au DP12. Et ensuite, passage du semoir par-dessus, qui est la plaque au sol, qui incorpore sur 1 centimètre. Ok. Semoir à blé, quoi. Enfin, semoir à semi-direct pour le blé. Addition. D'accord. Et après, niveau régulation, tu vises quel stade du blé, quel phyto, quelle dose, fréquence, tout ça. C'est sorti hiver. On est à quel mois, là? Mars? Ouais, février-mars, par là. Ou un peu plus tard, peut-être. Et c'est de l'allier, 5 grammes d'allier. 5 grammes d'allier pour les premières années, parce qu'elles sont petites. Et ceux de seconde année, je peux y aller avec un Boston, 0,5, 0,8 maximum. Ok. En même temps, ça peut désherber quelques dicotes qui traînent.
Alors, j'ai une autre question. Tac, 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 tac. Euh, donc, pour détruire définitivement ta luzerne, tu fais un travail de sol, puis après, tu fais un coup d'inondation et ça la termine. Comment Non. ça se passe? Non, le riz est semé dans la luzerne et c'est l'inondation, les successions de lames d'eau qui vont détruire la luzerne. Ok, ça suffit la calmer complètement, quoi. Oui, ah bah oui, l'eau, elle n'aime pas. Ok. Alors peut-être qu'à l'évolution, enfin, j'aimerais aurait évolué pour mettre de moins en moins d'eau, donc là, ça sera peut-être plus problématique. Mais pour l'instant, je me risque pas. Faut que j'assure quand même un revenu, donc je fais pas des expériences trop poussées. Oui. Et quel type de pH de sol tu as? On a 8,5, si je me... Oui, c'est ça. Ah oui. Ok, donc la luzerne, elle aime bien ça quand même. Ouais, c'est ça. Ok. Et peut-être, Albin, tu y avais répondu, mais est-ce que tu arrives sur le deuxième blé à baisser ta fumure azotée avec la luzerne qui commence à relarguer ou c'est encore trop tôt, elle relargue pas dans le système, quoi? Pour l'instant, dans le blé, je pense pas qu'elle aura grand-chose. Ou peut-être c'est le fait que le système soit jeune. On verra peut-être dans 4 ans de plus, il y aura une évolution. Mais sur le blé, je peux pas diminuer les doses d'engrais, sinon je me fais pénaliser au niveau protéines. Mais comme elle est détruite avec l'eau du riz, là, j'ai l'impression qu'elle relargue tout pour le riz. Donc dans le riz, je vais commencer à baisser les doses d'engrais. Ok. Et de quel ordre de grandeur pour le riz? On est quoi, 10-20%, non? 40 à 120, c'est ça? Ouais, voilà. La dose avant c'était 150, maintenant c'est 140. Et là, je peux commencer à baisser à 120 unités d'azote pour un riz. Ok. Pour un riz qui produit un peu plus, quoi. Oui, voilà. Tout ça, en gardant la production de riz équivalente ou supérieure au niveau volume, autour de 7 tonnes. Ok, très intéressant. Alors, Chose je regarde. qui est intéressant aussi, juste à titre informatif, la moyenne en Camargue, elle est aux alentours de 5,5, 6 pardon, tonnes de rendement riz. Donc là, on arrive facilement nous, aux alentours de 7. Donc c'est quand même un gap important, surtout si on arrive à baisser les quantités d'azote. Donc voilà, il y a des économies de produits, des économies d'engrais pour faire des meilleurs rendements. Donc ça, c'est aussi un point important à souligner. Je regarde si j'ai d'autres questions. Une Euh, économie aussi au niveau des fongicides, quoi, sur le riz. Ok, peut-être tu peux préciser, ouais, justement. Ben, j'ai l'impression que dès que enfin, n'importe quelle plante, sur le blé, c'est pareil, dès qu'il a une alimentation naturelle, soit avec la luzerne ou, oui, c'est ça, ou avec le trèfle, on a plus de problèmes de maladies fongiques. Ou moins, beaucoup moins, quand même. Ok. Et au bout de combien de temps tu vois un retour des vers de terre après une séquence d'inondation? Parce qu'on va se dire le ver de terre aime pas trop l'inondation. Il a l'air de survivre parce qu'on voit des turicules chez Ouais, toi. oui, ils sont toujours là maintenant. Ben là, c'était quoi ce matin, 15 jours après la récolte. L'eau, j'ai enlevé début septembre. Ok, Mais dès qu'on l'enlève, ils sont là, hein. Même dans l'eau, maintenant, j'en vois dans l'eau. Donc. ok, intéressant. Après, c'est vrai qu'au tout début du projet, il y en avait quand même beaucoup moins. Aux alentours de 2020, tout ça, il y avait quand même peu de vers de terre, Oui, c'est vrai. beaucoup de bêchers, mais un couvert laissé, juste un mulch de protection fait qu'ils arrivent réellement rapidement, quoi. Oui, en 2-3 ans, ils sont là. Ouais, clairement. Et là, vu la quantité de turicules qu'il y a, en 2 3 ans, on a fait plus que doubler la population, quoi. Ok. Et est-ce que les séquences d'inondation, quand même, induisent pas une. Après, tu me dis que tu travailles le sol, mais ça induit pas forcément un fort recompactage profond du sol. Alors si, c'est pour ça qu'on se bat toujours avec une compaction du sol. Donc, trouver le bon couvert qui va décompacter, sur le trèfle, sur la luzerne. On est toujours en train de se battre contre ça, quoi. Donc, il faut trouver Ok, des couverts ultra puissants au niveau racinaire. ok. Ok. Alors, je regarde s'il y a eu d'autres questions. Non, j'ai pas d'autres questions. Peut-être, est-ce que vous avez des rapports écrits ou écrit des choses sur ce projet? J'avais un peu fouillé sur Internet, mais j'ai pas trop trouvé. Peut-être j'ai mal cherché. Alors, je vais reprendre. Donc, on a assez peu écrit. On a des données sur lesquelles il faut qu'on écrive, hein. On a fait des films, hein, donc Oui. qui ont été mis en ligne, notamment avec l'aide de Vers de Terre Production, hein, qui retrace un peu tout le cheminement, hein, pour compléter, et qui complète bien, qui illustre bien ce qu'on vient de partager là dans ce webinaire.
Au niveau écrit, on a fait quelques fiches techniques, mais à diffusion assez restreinte, à vrai dire. Et puis, on avait fait on avait pris des données sur de l'évaluation, on n'en a pas parlé là. On a des données sur les dynamiques de carbone avec et sans couvert, hein. C'est-à-dire qu'on n'avait pas fait une comparaison conventionnelle agriculture de conservation, parce qu'en termes de gestion de l'eau, c'était vraiment trop compliqué à gérer avec un dispositif avec des répétitions, ce type d'essai. Donc, on avait fait une comparaison agriculture de conservation, semi-direct, mais je conserve mes biomasses et j'exporte mes biomasses, parce qu'il y avait au début du projet des velléités de développement de méthanisation dans la région, et on voyait bien ce qu'auraient pu devenir les couverts qu'on allait faire pousser, quoi, en termes de... Et donc, on a des choses très intéressantes dans cet essai, des données que je partage avec vous, là, mais qui ne sont pas publiées, notamment sur les évolutions de densité apparente, qui étaient vraiment... qu'on mesurait, nous, pour faire des stocks de carbone. Et puis, alors sur les stocks, il ne s'est pas passé des choses très importante, mais sur les fractions de carbone, les carbones labiles, etc., oui, c'était le fait d'exporter les couverts donnait des résultats très contrastés avec leur conservation. Donc c'était des choses intéressantes, mais voilà, il faut qu'on prenne le temps de les valoriser. Mais c'est de la publication scientifique plus que... Mais on avait regagné sur 40 centimètres la masse de sol qu'on avait sur 40 centimètres au début, en début de conversion. On l'a retrouvé sur 44 centimètres, hein, donc on avait gagné 4 centimètres, hein, le sol s'était soufflé de 4 centimètres, ça fait presque 10%. Donc c'est nos hypothèses sur le développement de macroporosité et puis ce qu'on voit avec les vers de terre. Je suis sûr qu'on reprendrait dans des 4 ans après ces densités apparentes. Je pense qu'elles ont encore progressé malgré ces phases de riz qui reviennent pendant 2 ans, mais du riz avec des gestions d'eau complètement différentes, quoi, hein. C'est pas du riz. On essaie de faire, on fait des bains maintenant, hein, et de moins en moins d'inondations permanentes. Ouais. Et est-ce que avec ton système conservation des sols, tu manages différemment le phosphore? Parce que j'imagine si tu le mets en plein, que tu mets une lame d'eau, le phosphore, il doit commencer à se promener vers la nappe phréatique après. Est-ce que tu le terres dans le sol? Comment ça se passe dans ton système de la fertilisation en phosphore? Elles sont localisées au semis, hein. Ok. Ce qu'il y Oui. a, c'est que enfin, on n'a pas mesuré les phosphores échangeables, hein, mais il y a de telles quantités qui ont été appliquées. On connaît des gens qui sont en agriculture de conservation depuis plus de 20 ans, hein, Sandrine Gallon et Alain Coudrier, qui n'ont pas mis de phosphore ni de potasse, malgré de la production de luzerne, depuis 25 ans, quoi. Plus de 20 ans, quoi. Donc, et les systèmes tiennent et il y a aucun, ça n'a jamais décroché encore. C'est-à-dire qu'on est sur un tel stock d'applications par le passé que pour l'instant, on n'a pas ces problèmes-là, quoi. Ok. Maintenant, il faudrait quelqu'un qui s'intéresserait à de la Oui, nutrition minérale fine, ouais, ok. pourrait se pencher là-dessus, mais on avait d'autres priorités et d'autres questionnements dans la mise au point des systèmes. D'abord la structure des systèmes et ensuite on va ajuster les thématiques, quoi. Tu vois, D'accord. J'ai pas d'autres questions. Peut-être si vous voulez dire un mot de la fin avant qu'on se quitte. Peut-être tous les trois. ben, nous dire que au niveau du CIRA, de la recherche-développement, on est vraiment intéressé à relancer des projets, notamment pour aborder ces questions de basse Camargue qui sont compliquées. Mais on a besoin d'interlocuteurs, hein, d'agriculteurs qui soient prêts à se lancer, hein, sur des surfaces. Nous, à ce moment-là, on sera prêt à monter des projets pour couvrir le risque, etc., qui peut être lié à ces phases d'innovation, surtout dans des milieux compliqués comme ça. Mais pour l'instant, ça se bouscule pas au portillon, hein, tant au niveau agriculteur, il faut le dire, au niveau des coopératives, quoi, hein. Je le dis de façon un peu crue. Je pense on a moyen je ne dis pas de résoudre des choses, hein, mais je pense que les hypothèses qu'on voudrait développer sont quand même assez solides, quoi.
et on aimerait bien pouvoir avancer avec des partenaires, quoi. Donc voilà, c'est un appel à c'est un appel à personnes intéressées. Et encore une fois, voilà, on monte des projets et on couvre le risque sur les parties où on se lance, quoi. Après, il faut bien sûr être motivé et vouloir avancer avec la recherche-développement, quoi. Sinon, c'est pas un service qu'on demande, hein, c'est un partenariat. C'est clair. Peut-être Xavier, Albin, te dire quelque chose, Xavier. Non, il faut arriver à motiver plus d'agriculteurs, ça c'est sûr, hein. Leur Ok. donner le plaisir. Non, c'est ça. Et puis, si, s'il y a d'autres personnes plus intéressées, quand on parlait des écrits, moi, je prêche pour ma petite paroisse, pour ma petite école. J'ai un mémoire de fin d'études dessus. Je peux vous le divulguer sans souci. Ça peut vous intéresser. Ça peut intéresser d'autres agriculteurs aussi dans qu'est-ce qu'on a fait d'une manière un peu plus technique. Parce que là, en 1 heure, c'est un peu rapide. Puis pour bien comprendre la rotation de l'agriculteur et auquel ça peut donner des idées à faire chez soi. Alors, tout le monde ne fait pas du riz en France, hein, mais de faire des couverts permanents et ce genre de choses, ça peut être des vrais leviers dans des fermes. Donc n'hésitez pas et puis renseignez-vous un maximum pour faire un peu plus d'agronomie dans les fermes et dans les entreprises, quoi. Super. Ben, c'est un beau mot de la fin.